Eh bien, nous allons pouvoir recommencer nos travaux pour cette dernière table ronde. Je vous invite à, s'il vous plaît, à rejoindre la salle qui a été proportionnée parfaitement, ou presque. Donc, voilà, dernière table ronde de cette matinée fructueuse, celle consacrée au data center, que j'ai intitulé « Faut-il accueillir des data centers ?» parce qu'il a semblé que la question se posait. Et Camille Giquette, qui est adjointe au maire d'Argenteuil, chargée de l'aménagement, nous dira dans quelques minutes comment elle, qui est aux manettes, si j'ose dire, qui a refusé un data center, enfin qui a accepté un data center, c'est pour ça son cas nous a semblé très intéressant, parce qu'à Argenteuil, vous avez accepté un data center, et puis vous en refusez un autre, et vous vous battez contre parce qu'il vous semble ne pas correspondre aux critères que vous voulez mettre en place. Donc, pour faire les choses dans l'ordre, je vous présente Vivien Molinenko, c'est responsable d'affaires publiques Île-de-France de RTE, réseau de transport d'électricité. Et donc, vous êtes tout à fait concerté, vous raccordez directement 5 data centers actuellement. Si je dis pas de bêtises, vous faites 6, les choses vont à l'envie. 5 raccordés. 5 raccordés. Vous disiez, il y en a 35 en cours de raccordement, soit la consommation de Paris à la pointe d'hiver, et puis 30 à l'étude, soit, si on consolide avec les 35 en cours, la consommation du Grand Paris à l'heure de pointe l'hiver. On l'a dit, on ne parle pas d'enjeux qui sont anecdotiques. Sandrine Barrebo, vous êtes directrice du département urbanisme, aménagement et qualification de l'Institut Paris-Légion. Vous faites tout un travail, y compris avec RTE, si j'ai bien compris, de typologie des territoires d'une part et des data centers d'autre part, pour aboutir à aider la décision du choix d'implantation qui fait partie de la question qu'on va aborder. Olivier Richard, vous êtes directeur d'études environnement, énergie et réseau à l'atelier parisien d'urbanisme, la BUR, et vous vous posez ces questions très logiquement plutôt sur l'échelle du Grand Paris, où je crois, on en parlait en préparant cette matinée, des data centers volumineux sont présents ou vont l'être, contrairement à une intuition qui laisserait penser le contraire. Pour commencer, quand on a des échanges avec la salle, il y a beaucoup de représentants de l'industrie des data centers. On sait que, pour citer le sommet d'IA, il y a des milliards d'euros qui vont déverser, enfin on connaît tout ça, donc il nous a semblé que c'était un sujet tout à fait pertinent à l'échelle du Grand Paris et de l'Île-de-France. Sandrine Barrero, pouvez-vous, s'il me plaît, nous décrire un peu les travaux que vous menez sur ces questions? Et bonjour à toutes et à tous. Alors déjà, il faut dire que l'Institut en fait travaille sur cette question des data centers. Il y a 2010, on a commencé à développer une base de données dès 2014. En fait, essayer de comprendre les enjeux d'implantation de data centers par rapport aux questions d'inondation. Voilà, qui depuis les projets se démultipliant, on a élargi en fait le spectre de la réflexion en gardant, concernant en tout cas le département urbaniste, aménagement, planification, en gardant l'angle plutôt spatial, voilà, et enjeux spatiaux. Et donc, on a démarré, en fait, en allant regarder ce qui se passait dans d'autres métropoles ailleurs dans le monde qui étaient déjà très confrontées, en fait, aux implantations de data centers à Amsterdam, à Berlin, à Londres, voilà, pour déjà voir, eux, comment ils mettaient en place des politiques publiques ou pas pour mieux encadrer la localisation de data centers. Et puis, pour faire suite à ce travail, on a conduit en 2023 une étude qui a... Enfin, en fait, on s'est appuyé sur les data centers existants et en projet pour dresser 5 typologies de data centers sur la base à la fois des fonctions de ces data centers, de leur localisation, c'est-à-dire est-ce qu'ils venaient s'implanter dans des secteurs plutôt denses ou moins denses, également, en fait, pour regarder quelle était un peu l'origine de leur bâti, là où ils venaient se localiser. Est-ce que c'était du bâti
tout neuf, dédié aux data centers, ou est-ce que c'était plutôt... Et on y investissait finalement des bâtiments existants, les transformant. Et le dernier point, ça a été de regarder à quel point en fait ces data centers étaient en capacité ou venaient s'installer dans des unités foncières contraintes, c'est-à-dire avec finalement du coup peu de possibilités d'extension, ou au contraire je venais choisir des unités foncières qui leur permettaient de pouvoir s'étendre. Le module de construction sur des fonciers vierges est dominant, n'est-ce pas? Alors, pour le moment, on a encore de tout. Hein. On a quand même une grosse part de data centers qui sont venus s'implanter dans la zone très dense, sur du foncier transformé. On en a à Paris, on en a à La Défense, par exemple. Ça dépend, en fait, des fonctions du data center. Voilà, est-ce qu'ils ont besoin d'une très grande proximité aux clients pour du capture très, très rapide? Est-ce que c'est plutôt de la colocation du cloud? Voilà. Aujourd'hui, il est vrai que le modèle qui commence à ressortir de plus en plus, c'est le data center qui vient s'implanter sur du foncier nu et dans un bâtiment qui lui est complètement dédié. Voilà, c'est dans les demandes aujourd'hui, c'est beaucoup ça qui apparaît. Mais pour autant, on continue quand même à avoir des implantations, voilà, dans des bâtiments transformés en zone dense. Je dis ça parce qu'il y a mon ami Silvio Dacia, qui est architecte, et il promeut les data centers intégrés dans villes de petite taille. Il vous semble que c'est un modèle qui a de l'avenir, le petit data center urbain? Vous regardez ça? Alors là, j'avoue que vous me posez de l'avenir d'un point de vue je dirais de l'aménagement voilà, du territoire, du point de vue des fonctions des data centers, ça, je ne sais pas. Pour le moment, quand on parle de gros calculateurs pour l'IA, etc., je ne suis pas sûre que ça puisse complètement atterrir dans un petit bâtiment, mais bon, voilà. Après, pour les data centers, les plus petits data centers qui répondent à des besoins, voilà, en lien justement les finances, la proximité de la clientèle, etc., pourquoi pas? Ça pose d'autres questions qu'on a aussi identifiées dans le cadre de cette étude, hein. Notamment en termes d'îlots de chaleur urbain, voilà, la pression, éventuellement de coupure urbaine si on vient se réimplanter dans un local, dans une zone d'activité existante, voilà, mais qui elle-même souffre une coupure urbaine. Enfin voilà, donc j'ai envie de dire un avenir, je ne sais pas à quel titre. Voilà, je pense que ça dépend beaucoup. Donc voilà, donc ça c'est notre typologie en fait des data centers, hein, donc je l'ai décrite assez brièvement. Qu'est-ce que du coup ça nous donne en termes de lecture plus spatiale? Quand on regarde en fait la répartition territoriale des data centers en Île-de-France, on distingue 3 grands types de territoires qui sont reliés en fait à des fonctions différentes des data centers. C'est ce que j'avais commencé à évoquer. Donc à Paris, La Défense, Nanterre, on a des points d'échange. Enfin voilà, c'est un réel point d'échange Internet. Il y a la proximité des clients. On va plutôt trouver les activités numériques qui ont besoin de proximité pour un traitement hyper rapide de l'information. Dans l'agglomération dense, on a vu s'installer. Donc du coup là, l'intérêt en fait pour les opérateurs, c'est que on reste quand même à proximité de Paris, mais on a du plus de foncier disponible et on a du foncier qui est quand même moins cher, avec des prix moins élevés. Et donc là, ce qu'on observe, c'est une concentration de data centers à Saint-Denis, Aubervilliers, Pantin, La Courneuve. C'est-à-dire que Pencommune, c'est le territoire français avec la plus grande concentration de data centers. Là, on va plutôt trouver la colocation, le cloud, les activités liées à la recherche. Et puis, dans les territoires périurbains, voilà, ce qu'on évoque, on va avoir des grands sites dédiés à une entreprise, à un gros client et à ce qu'on appelle l'hyperscale. Voilà. Et donc, aujourd'hui, on a 52% des data centers qui sont dans les communes denses du centre de l'agglomération et on a 48% qui sont dans les communes moins denses. Si on regarde la répartition par département, on en a dans tous les départements. Voilà. Dans les départements de petite couronne, ce sont du coup des data centers qui viennent plutôt dans des bâtiments qui vont transformer, sauf pour la Seine-Saint-Denis où on a effectivement des bâtiments neufs et optimisés. Et puis, en grande couronne, c'est plutôt l'inverse. Effectivement, il y a cette
cette idée que c'est quand même plus facile de venir construire son bâtiment neuf sur une grande surface qui va permettre de les exploiter potentiellement à terme. Donc, ce qu'on observe quand même, c'est effectivement une baisse des mises en service de data centers dans les bâtiments transformés et une augmentation des mises en service dans les bâtiments spécialisés et notamment aux franges de la métropole. Alors ça, c'est une carte qui a été établie en 2023. Depuis, on a fait une nouvelle mise à jour de notre base de données. Donc, on n'a pas du tout les mêmes chiffres que les... Enfin, voilà, partout, il n'y a jamais les mêmes chiffres pour compter les data centers. Voilà, donc... Nous, on a, d'abord, on ne prétend pas que la base de données est complètement exhaustive. Peut-être la spécificité, c'est qu'on compte le bâtiment data center. Voilà, on n'est pas sur les sites. Donc, ce qu'on compte aujourd'hui, c'est 165 bâtiments sur 115 unités foncières, donc 130 en exploitation, 13 en construction et 22 bâtiments en projet. Voilà. Et ce qu'on observe en Ile-de-France, en fait, c'est qu'on a un double phénomène, à la fois de la dissémination, c'est-à-dire effectivement des data centers qui viennent se mettre un peu partout au gré des opportunités, et puis un phénomène de clusterisation. On a plutôt, aujourd'hui, la tendance serait plutôt à aller vers la clusterisation, mais il n'y a pas de modèle encore défini et il n'y a pas non plus de stratégie, je dirais, supra quelque chose, qui nous dirait non, non, c'est beaucoup mieux de faire du cluster ou non, non, c'est beaucoup mieux de faire du data center single. Si j'ai bien compris, votre voisin de droite, il préfère la stratégie du cluster. Ah, il va le dire. Il va le dire. Parler à sa place. Voilà. Et donc, peut-être vous dire que dans vos questions de les conditions pour que les data centers, c'est quoi les conditions favorables, pas favorables, etc. On observe quand même que c'est un marché important, hein, l'Île-de-France, pour l'implantation des data centers. Et ça ne fait que croître. Et que donc, du coup, voilà, la question, c'est soit on laisse faire un peu comme ça se fait aujourd'hui, c'est-à-dire que les data centers, ils vont venir s'installer là où il y a un contexte politique favorable, là où il y a des secteurs de projet, donc ils vont pouvoir s'installer plus facilement en termes de renouvellement. Il y a un potentiel d'urbanisation qui n'est pas atteint. Il y a un document d'urbanisme local qui est plutôt favorable. Il n'y a pas de tension en termes de disponibilité électrique. Il y a un accès à l'eau. Voilà. Alors, ils vont venir se mettre là. Voilà, si on laisse faire le marché. Et puis, sinon, effectivement, ils n'iront pas là où il n'y a pas accès à l'eau, il n'y a plus d'électricité et où ils ne sont pas super attentifs, quoi. Et donc, il est quand même... Enfin, nous, il nous semble, du point de vue de l'Institut, d'un point de vue de l'aménagement de cette région, et des effets quand même des implantations des data centers, c'est qu'il faut certes regarder leurs besoins. On ne peut pas nier les besoins d'avoir des data centers. Mais face à ces besoins, il faut mettre des enjeux. Et des enjeux territoriaux, et notamment, ils mettent la question des enjeux en termes énergétiques et en termes d'intégration urbaine, d'impact environnemental, sur la ressource en eau, sur les îlots de chaleur urbains, sur les maternaux, sur les pollutions, etc. J'ai bien compris que le SDRIF, dont on pouvait attendre qu'il joue ce rôle, ne le joue pas. Il n'y a pas ça. Alors, le SDRIF, il s'est emparé de l'objet data center. Et pour tout vous dire, même le Conseil d'État, enfin un conseiller d'État, s'est posé la question de mais pourquoi l'OSRI juridiquement pourrait s'emparer davantage de la question des data centers que de l'industrie, et y mettre du coup des conditions d'implantation qu'il ne donne pas finalement à l'industrie, puisqu'au contraire, il donne plutôt la priorité à l'industrie. Ça a même été une question un peu d'ordre juridique. Voilà. Malgré tout, il s'est emparé de cette question des data centers, pas en termes de territoire, il n'a pas territorialisé sur sa cartographie, en fait, là où on pouvait mettre des data centers et là où on ne pouvait pas en mettre. Ça, par contre, on a des cartes dans l'étude de 2023, qui viennent fixer les secteurs sous contrainte et on va dire les secteurs potentiellement plus jouables pour implanter des data centers. On regarde plein de paramètres.
Mais malgré tout, le SDRIF, il s'empare de cette question, et il s'empare de cette question sous plusieurs aspects. D'abord, en ayant une dimension assez globale sur le fait qu'il faut limiter les implantations de data centers en extension. C'est-à-dire que l'idée, c'est plutôt de flécher les implantations de data centers dans les zones d'activité économique existantes, tout en tenant compte du fait qu'il ne faut pas non plus que ces implantations de data centers dans les zones d'activité économique existantes conduisent à l'éviction, en fait, des activités présentes, ou conduisent au fait d'annihiler toute possibilité d'accueillir de l'industrie. Et ensuite, il fixe quand même un certain nombre de critères, notamment sur la consommation en eau, sur les émissions de gaz à effet de serre, sur la consommation énergétique, etc. Donc, voilà, il fixe des principes. Par contre, il ne cartographie pas des zones préférentielles ou pas préférentielles, sachant que quand il parle quand même de la contrainte sur la ressource en eau, on a dans le SDRIF et dans l'évaluation environnementale des cartographies sur la ressource en eau et la tension sur la ressource en eau qui permet quand même de guider malgré tout les collectivités et quand elles vont traduire le SDRIF dans leur document d'urbanisme local qui sont quand même des critères importants du coup avec une cartographie dédiée pour orienter la localisation des data centers. Merci beaucoup. Vous avez encore des éléments à nous livrer? Non. Eh bien, ça tombe bien. Ymia Volinenko, vous êtes responsable Affaires publiques Île-de-France de RTE. Et vous, donc, du coup, vous parlez en fournisseur d'électricité, tout simplement. Et vous me disiez, en préparant cette matinée, que vous ne pouvez plus aujourd'hui répondre au fil de l'eau, aux demandes. D'autant plus, j'imagine, quand elles émanent dites de ces fameux hyperscale. Et que vous, alors, j'ai essayé de faire l'intéressant en disant que je présumais que vous étiez pour la clusterisation. C'est à vous de nous dire cette réponse. Oui, très bien. Alors, je vais revenir un peu sur les enjeux électriques liés au développement des data centers. Donc, en précisant que RTE, nous sommes le gestionnaire du réseau de transport d'électricité à haute et très haute tension. Donc, ça veut dire je vais vous parler des data centers qui viennent se raccorder directement sur notre réseau. Donc, de 63 000 volts à 400 000 volts, ce sont des data centers de forte puissance, disons pour simplifier, de plus forte puissance que ceux qui vont se raccorder directement sur le réseau de distribution. Le côté RTE, ça fait 5 ans qu'on connaît une dynamique forte en matière de développement de data centers et donc de demande de raccordement. Une dynamique d'ailleurs très francilienne, hein, puisque longtemps l'Île-de-France a concentré peut-être 90% des demandes que nous recevions. Aujourd'hui, nous avons, vous l'avez dit en introduction, 5 data centers qui sont raccordés en Île-de-France au réseau de transport d'électricité. 5 data centers aujourd'hui, mais en revanche 36 qui sont en cours de raccordement et encore une trentaine dont le raccordement est à l'étude de façon assez sérieuse. J'allais dire dans le processus, j'exclus ici des demandes très exploratoires qu'on peut recevoir. Donc on voit qu'on a une dynamique très forte et ça a été évoqué qui concerne aujourd'hui finalement quasiment l'ensemble de la région Île-de-France. Nous, ce qu'on voit côté Île-de-France, c'est effectivement une concentration sur l'Essonne qui se maintient dans les projets en cours de raccordement et les projets à venir, mais un département comme la Seine-et-Marne qui devient un département très concerné pour les projets dont le raccordement est à l'étude. Ça, c'est un premier constat qu'on fait en termes de dissémination géographique. Et ce qu'on constate également, c'est que les demandes que nous recevons sont sur des besoins électriques de plus en plus importants. Effectivement, on voit arriver des demandes de 300 MW, 400 MW, 500, 700, voire 1 gigawatt dans certains cas. Alors ça, c'est très intéressant, parce que vous me disiez, vous êtes en discussion avec la Commission régulation d'énergie pour essayer de réduire les 50% que vous leur devez, les 50% de leurs demandes, puisque vous me disiez, ça m'a stupéfait, qu'ils utilisaient à peu près 15% de la je sais jamais comment on dit, mais de la puissance qu'ils demandent. Alors, effectivement... Il y en a plusieurs dans la salle, il ne faut pas dire de bêtises. Non, effectivement, ça vaut le coup de préciser, mais ce que l'on constate, et ça, d'ailleurs, ça ne concerne pas que les data centers, hein, c'est que traditionnellement, quand des utilisateurs se raccordent en tant que consommateurs au réseau de transport d'électricité, ils ont une tendance effectivement à prendre une marge entre la puissance finalement qu'ils contractualisent et ce qu'ils utilisent véritablement. Dans le cas des data centers, ce qu'on constate également, c'est une montée en charge qui se fait progressivement.
Depuis 2016, France entière, à RTE, nous avons raccordé 8 data centers. Fin 2024, 15% de la puissance électrique qui avait été contractualisée et raccordée était effectivement utilisée. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas utiliser plus. On constate des montants en charge, mais effectivement, qui sont très progressives. Et l'une des questions qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir jusqu'à quel point, jusqu'à quel pourcentage, finalement, la puissance qui a été réservée, contractualisée, sera effectivement utilisée. Et vous avez raison, des discussions sont ouvertes avec la Commission de régulation de l'énergie pour que, lorsque nous constatons finalement que une partie importante n'est pas consommée, et bien pour que cette puissance puisse être récupérée et remise d'une certaine façon sur le réseau. Parce que c'est un point important qu'il faut préciser aujourd'hui quand un utilisateur, un consommateur, encore une fois, quel qu'il soit, data center ou autre, signe un contrat pour être raccordé au réseau de transport d'électricité, la puissance raccordement qui figure dans son contrat lui est réservée. C'est-à-dire qu'en l'état, elle ne peut pas profiter à un autre utilisateur potentiel. On a du mal à évaluer ce fameux risque d'éviction. Il est virtuel, il est dans 30 ans, comment ça se passe? Alors, l'une des conséquences qu'on a constatées du développement des data centers un peu partout en Ile-de-France, et pas forcément d'ailleurs concentré sur quelques zones, on y reviendra, c'est qu'effectivement, localement, on peut arriver à des situations de saturation électrique. Localement, alors une saturation qui a à comprendre de deux façons. Ça peut être une saturation physique des infrastructures, c'est-à-dire que les ouvrages, les postes électriques, les lignes électriques ne sont plus en mesure, une fois qu'elles ont accueilli finalement ce nouveau gros consommateur, d'accueillir en l'état un nouvel autre gros consommateur. Ça, c'est une saturation physique vraiment liée aux infrastructures. Et puis, on a une saturation qui peut être plus théorique, plus contractuelle, liée à ce que j'évoquais précédemment, quand on a des puissances qui sont réservées et qui font que sur un secteur, on ne peut plus mettre à disposition à l'état de nouvelles puissances pour un raccordement, même si effectivement, ces puissances qui ont été contractualisées peut-être ne seront pas utilisées. Et il existe des territoires en Ile-de-France où la saturation est physique? Alors, la saturation, maintenant, en Ile-de-France, elle commence à apparaître effectivement dans certains territoires. Par exemple, sur des postes électriques qui n'ont plus de départ disponible, comme on dit, pour venir raccorder de nouveaux consommateurs. Ça, c'est une réalité, effectivement, dans certains territoires. Et effectivement, l'une des conséquences possibles, c'est un risque d'éviction de futurs utilisateurs. C'est-à-dire que si demain, un utilisateur, encore une fois, qu'il soit data center industriel, souhaite s'implanter sur un territoire dont le réseau est saturé, les solutions de raccordement qui lui seront proposées seront nécessairement plus consistantes, nécessiteront des ouvrages plus importants et donc derrière des coûts et des délais plus importants et qui peut-être pourront être rédhibitoires pour certains acteurs, soit parce que les coûts seront trop importants par rapport à leur assise financière ou des délais trop longs par rapport à leur projet, tout simplement. Et en réponse finalement à cette situation, nous avons travaillé finalement sur deux leviers parmi d'autres que je souhaitais évoquer aujourd'hui. Le premier, c'est l'idée de porter l'idée d'une planification, d'une stratégie pour l'accueil des data centers en Ile-de-France, constatant ce risque de saturation que j'évoquais précédemment, constatant aussi les difficultés que cela pouvait susciter ou les inquiétudes que cela pouvait susciter chez certaines collectivités qui s'inquiétaient effectivement de voir arriver le data center et craignaient que ces projets mettent en péril finalement d'autres projets de ces collectivités portés en termes de réindustrialisation normalement. Notamment. Donc, nous avons essayé de porter cette idée d'une planification d'accueil des data centers avec l'Institut Paris Région, justement, au travers d'une étude que nous avons réalisée en 2024. Et l'idée, c'était en croisant différents critères, capacité électrique disponible sur le réseau électrique, valorisation de la chaleur fatale, orientation réglementaire du SDRIF-E et d'autres critères. Nous avons essayé de dégager des zones qui ont été vues comme des zones préférentielles pour accueillir des data centers, avec l'idée, ça c'est pas un parti pris, on y reviendra après, d'orienter, d'avoir des zones susceptibles d'accueillir finalement plusieurs data centers, un peu de logique de cluster effectivement, parce que d'un point de vue électrique, ça pouvait être plus pertinent, on y reviendra. On a apporté cette étude en 2024, on est arrivé à quelques zones, 4 grandes zones, qui ont été partagées avec la région Île-de-France, avec les services de l'État. Je dirais qu'aujourd'hui, cette étude, elle est un peu au milieu du gué, on pourrait dire. Elle reste inachevée, notamment parce qu'à ce stade, nous n'avons pas encore finalement trouvé les relais qui pourraient véritablement mettre en œuvre une politique, au fond, d'aménagement du territoire en matière d'accueil des data centers, qui est un sujet qui, pour le coup, ne dépend plus de RTE, qui n'est pas de notre ressort. Alors, les discussions, néanmoins, avancent avec les services de l'État pour voir
comment finalement cette organisation, quelle qu'elle soit, au final, pourrait être mise en place. Le comité régional de l'énergie va se lancer également en juin et peut-être, on verra, il y a beaucoup d'incertitudes autour de ce comité, mais peut-être que ce comité pourrait être une enceinte intéressante pour parler justement de l'organisation de l'accueil des data centers. On verra, encore une fois, on a très peu d'infos sur ce comité. Mais voilà, disons que cette volonté d'organiser l'accueil des data centers, aujourd'hui, elle reste un peu inachevée, mais néanmoins, ce qu'on peut quand même souligner, c'est que les travaux qui ont été réalisés et tous les partages qui ont été faits autour de ces travaux, notamment avec les services de l'État, ont quand même permis d'avancer sur la compréhension des enjeux. Un mot sur les délais de raccordement, ce sont parfois polémiques, on parle en années. On parle en années, effectivement. Alors, il faut bien avoir en tête que quand on se raccorde au réseau de transport d'électricité, on est sur des ouvrages qui sont importants, avec des procédures elles-mêmes qui sont longues, mais nécessaires, que ce soit d'un point de vue environnemental, d'un point de vue de la concertation, des relations avec les collectivités notamment. Si je dois donner une fourchette, elle sera très large finalement, mais on va être sur les data centers sur des fourchettes comprises entre 4 ans et demi, 5 ans et 7 ans, 7 ans et demi, en fonction des besoins électriques finalement de ces data centers, du territoire où ils s'implantent et des ouvrages qui sont à créer. Alors effectivement, ces délais, ils peuvent être rédhibitoires peut-être pour certains. On a vu qu'à l'occasion du sommet de l'IA, il y a eu un appel à accélérer le raccordement des data centers, et notamment des data centers tournés vers l'intelligence artificielle. On nous parle de raccordement en 3 ans, en 4 ans sur le réseau de transport d'électricité pour des data centers de 700, 750 MW, voire 1000 MW. Ce n'est pas impossible. Mais ça nécessite effectivement que beaucoup de signaux soient bien alignés. Alors bien sûr, du point de vue du territoire où le projet s'implanterait, du point de vue des procédures qui seraient sans doute à paralléliser, alléger, simplifier, etc. Mais on constate aussi que pour des raccordements en 3 ans, 4 ans, certes, le réseau est peut-être sur le chemin critique, mais il y a aussi des enjeux liés notamment à la sécurisation du foncier, à la réalisation de certaines procédures environnementales qui peuvent aussi très rapidement être sur le chemin critique. Et puis des questions bien légitimes qui se posent sur le fait de vouloir accélérer sur certaines procédures qui sont néanmoins importantes en termes de démocratie locale, de participation des collectivités, etc. Un mot sur la participation financière. Les data centers ne se contentent pas de demander, ils vous versent une quote-part, c'est ça que vous m'expliquez ? Alors, la quote-part, c'est un sujet un peu particulier. Donc, déjà, effectivement, les demandeurs vont financer une très grande partie de leur raccordement. Ensuite, la quote-part, ça m'amène au deuxième sujet, au deuxième levier que nous travaillons à activer pour essayer de répondre à cette dynamique très forte d'implantation des data centers en Ile-de-France. Alors, effectivement, traditionnellement, et c'est ce que veut notre cadre réglementaire, nous traitons chez RTE les raccordements au fil de l'eau, suivant un principe de première arrivée, premier service. C'est ce que nous demande le cadre dans lequel nous évoluons. Et ça fonctionne bien dans un contexte où nous n'avons pas finalement une dynamique très forte en termes de demande de raccordement. Ça fonctionne moins bien quand sur un territoire, vous avez 5, 10, 15 demandes de raccordement qui arrivent. Ça fonctionne moins bien parce que vous pouvez avoir ce qu'on appelle nous, des effets de caducité en chaîne. C'est-à-dire que vous êtes en train d'étudier une solution technique pour accorder un consommateur et au même moment, un autre consommateur sur la zone dont le raccordement est à l'étude va signer son contrat pour être raccordé ou va l'abandonner. Et ça peut avoir des effets de bord finalement sur les raccordements qui sont étudiés sur le même secteur. Donc, ça peut poser des problèmes, effectivement, dans l'instruction des raccordements. Ça pose aussi des difficultés dans la relation avec les territoires et notamment les collectivités qui peuvent s'étonner de nous voir revenir pour réaliser les travaux de raccordement alors que 2 ans avant, nous sommes intervenus pour déjà réaliser les travaux de raccordement. Et des collectivités qui peuvent nous interpeller sur, finalement, pourquoi dès le début, vous n'avez pas fait l'ensemble des travaux nécessaires pour répondre à cette dynamique. Donc face à ce constat, on s'est appuyé sur un levier qui a été mis en œuvre par la loi d'accélération sur les énergies renouvelables pour les zones industrielles ou portuaires, un levier qui permet de concevoir des architectures mutualisées de raccordement. Et c'est ce qu'on est en train d'expérimenter dans le sud-est francilien, à cheval entre l'Essonne et la Seine-et-Marne. L'idée, de façon très simplifiée, c'est sur la base d'un ensemble de demandes qu'on a reçues sur un territoire, de concevoir d'emblée une architecture électrique qui sera mutualisée entre tous ces besoins. Plutôt que de répondre à chaque demande finalement séparément, on pense d'emblée une architecture électrique mutualisée avec des ouvrages qui seront créés et qui répondront
à plusieurs besoins et effectivement une mutualisation financière de ces ouvrages communs via un système de quote-part payé par les demandeurs, quote-part au prorata de leurs besoins électriques finalement. Et ça, c'est intéressant effectivement parce que ça va nous permettre, en tout cas c'est l'objectif, de construire une infrastructure électrique qui sera plus optimisée, mieux pensée d'emblée et qui d'emblée répondra à l'ensemble des besoins qu'on voit arriver. Ça permettra effectivement d'éviter de revenir sur un territoire où nous sommes déjà passés parce que finalement dans la logique de construction de cette infrastructure, on aura comme ça des paliers qui nous permettront de faire tout ce qu'on doit faire à un endroit donné en une fois finalement. Et ça peut aussi potentiellement être intéressant en termes de délai de raccordement parce que ces ouvrages mutualisés pourront permettre d'aller plus vite sur de futurs raccordements qui rentrent dans le cadre de ce dispositif un peu particulier qu'on appelle chez nous l'OREM, l'offre de référence pour un raccordement mutualisé. Donc ça, c'est en train d'être mis en œuvre. On n'a pas encore le retour d'expérience, mais c'est quelque chose qui va nous occuper sur les 10 prochaines années. Merci infiniment. Camille Jiquel, vous êtes adjointe au maire d'Argenteuil. Comme vous avez dit, c'est totaliste. C'est un hommage à la clarté de vos bobos. Camille Jiquel, vous êtes adjointe au maire d'Argenteuil, déléguée à l'urbanisme, à l'aménagement et au projet urbain. Et alors, vous allez nous raconter tout simplement le cas d'Argenteuil face au data center. Donc, je le disais, un que vous avez accueilli, sans doute avec plaisir, et puis un que je crois que vous ne souhaitez pas accueillir. Expliquez-nous. Alors, déjà, je vais reposer un peu d'éléments de contexte. Donc, je suis effectivement l'adjointe au maire à Argenteuil en charge du développement urbain, mais également vice-présidente du territoire Boucle Nord de Seine en charge du développement économique, et cela sont importants. Argenteuil, c'est une ville de plus de 110 000 habitants dans le Val d'Oise, qui fait partie du territoire Boucle Nord de Seine, qui comprend 7 villes, Asnières, Clichy, Colombes, Bois-Colombes, Gennevilliers, Villeneuve-la-Garenne et Locquenot-Argenteuil, à cheval sur 2 départements. Et on a déjà quelques data centers, puis on a nos amis d'Amazon également sur le territoire, et de nombreuses startups, notamment dans la cosmétique et la biotechnologie. Autant vous dire que l'intelligence artificielle et la technologie, on y va. Petite parenthèse, nous sommes aussi à Argenteuil, quartier métropolitain d'innovation, sur Porte Saint-Germain-Berger-Seine, présentement là où nous avons le plus de friches industrielles en reconversion en eau. Donc, dans l'économie de territoire, dans l'innovation, dans le développement de ce tissu économique et de cet écosystème, évidemment que nous avons besoin de l'intelligence artificielle, évidemment que ça nous permet de gagner du temps, d'optimiser des process, d'aller chercher des efficiences, notamment environnementales. Ça, je ne me nie pas. Et petite parenthèse à titre personnel, je suis un pur produit de la tech et de la French Tech et également de la génération Matrix. Donc un peu élevé et biberonné à toutes ces films de science-fiction qui ne sont plus vraiment de la science-fiction pour certains aujourd'hui. Revenons-en à nos enjeux urbains. Nous sommes sur le territoire Boucle Nord de Seine, globalement des maires bâtisseurs. Notamment sur le logement, mais je viendrai un peu après sur la partie du logement. Et donc, nous sommes aussi des maires bâtisseurs parce que nous avons besoin de reconstruire la vie sur la ville et le développement économique en fait partie. On n'a qu'à 800 hectares de zones d'activité économique, donc à lieu piche au milieu de ces zones d'activité économique, et effectivement des questions de data center. Pour ma part, le développement de data center sur le territoire dense, à Argenteuil, on doit être autour de 6 000 habitants au kilomètre carré. Sur Asnières, on va être autour de 20 000 habitants au kilomètre carré. Ouais, ça donne quand même un ordre d'idée sur le territoire. Il me semble qu'un data center implanté sur notre territoire, c'est tout à fait intéressant, si tant est qu'il soit implanté au bon endroit, de la bonne taille et avec la bonne insertion urbaine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un data center qui est dans une zone d'activité économique qui nous permet de résorber des fiches pas très jolies, pas très folichonnes, de faire un peu d'aménagement d'espaces publics autour, de déimperméabiliser aussi à l'occasion, parce que par d'imperméabilisation avec des data centers, ça permet aussi de créer d'autres espaces beaucoup plus qualitatifs. Près d'un technicien très SNCF, ok, ça fonctionne bien, ça fonctionne très bien, on travaille plutôt main dans la main avec l'opérateur. En revanche, effectivement, quand on commence à parler de data centers sur des sites des anciennes friches industrielles, diverses et variées, il y en a plusieurs qui ont été concernés, des data centers qui sont sur plusieurs hectares. On parle de plusieurs dizaines de mètres de hauteur qui vont faire face à des franges pavillonnaires, des cités-jardins, des
jolies meulières comme des maisons ouvrières, peu importe la qualité du bâti, qui vont faire face à des futurs projets de développement de logements sociaux, mais aussi de logements en accession, avec lesquels on peut aujourd'hui, on est en train de travailler sur des démolitions reconstructions présentement sur ce secteur Torse Saint-Germain-Berge-Vessay. D'un futur collège, enfin, je pose la question de l'intégration urbaine de ce type d'équipement économique à cet endroit-là. Les nuisances, elles sont visuelles ou elles sont plus graves que ça potentiellement? Potentiellement, on est en train de parler de calculer d'un côté des données pour résorber des îlots de chaleur urbains, et là même où on est en train de créer les îlots de chaleur urbains. On se raccorde au réseau. Nous, on a un réseau de chaleur urbain à Argenteuil, on est connecté sur le centre de valorisation des déchets du Saint-Pierre-et-Azur. Donc c'est très bien. On a un data center qui s'y raccorde. C'est pas une fin en soi, c'est pas parce qu'un data center va se raccorder à un réseau de chaleur urbain, va planter quelques arbres et faire des aménagements paysagers et nous vendre une école de l'IA, parce que c'est aussi ça, on en parle à varier souvent, mais en fait on voit pas plus loin que le bout de notre nez. Et en matière d'aménagement, il y a quelque chose qu'on a peu évoqué aussi ce matin, on a évoqué l'impact environnemental, etc., et c'est l'impact social. Nous, on regarde le nombre d'emplois à l'hectare. On a les enjeux de réindustrialisation. On a des sociétés, des TPE, PME, ETI aujourd'hui qui ont besoin de rester implantées sur nos territoires. On a besoin de ces sociétés qu'elles restent implantées sur nos territoires. On a besoin qu'elles se projettent, qu'elles pérennisent leurs activités, qu'elles puissent travailler sur des extensions et que d'autres activités puissent s'installer. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises manufacturières étrangères qui regardent l'Île-de-France pour s'y implanter. Si on laisse tout foncier sur la simple idée de l'opportunité financière et foncière, partir pour des data centers, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? 30% de la population a moins de 30 ans. Qu'est-ce que je promets comme avenir à la jeunesse? Un data center va créer de l'emploi sur la reconstruction, chantier, ça. Mais derrière, aller visiter un data center, mais il y a certains opérateurs, moi, ça je pense, et vous connaissez très bien, mais c'est pas... En fait, ça nous fait dans cette brèche et on souffre de deux choses là, dans cette histoire. On souffre d'amnésie et de schizophrénie. D'amnésie parce que quand le tertiaire, on a fait des millions de mètres carrés de bureaux quand c'était l'opportunité. Aujourd'hui, on ne sait plus quoi en faire, mais on a des énormes problèmes de reconversion de bureaux en logement ou autre. On travaille en reconversion de bureaux en locaux d'activité pour la biotech, par exemple. Est-ce qu'on veut créer de l'emploi? On a besoin... La meilleure écologie qu'on puisse faire, c'est rapprocher le logement de l'emploi des équipements publics. Un mot sur l'impact fiscal, puisque vous, en préparant cette matinée, vous interrogiez parfois sur des retombées qui ne sont pas pour la commune ou l'interco celles qui étaient envisagées ou escomptées. Qui ne sont pas... Alors, pour le coup, il y a différentes données. Hein, c'est comme le nombre de data centers, qualité, etc. Il y a différentes données qui circulent. On n'a jamais vu la couleur pour certaines. Je pose la question... Et aujourd'hui, effectivement, à part des taxes d'aménagement et quelques taxes foncières, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce que ça doit être le seul, et qui d'ailleurs n'est pas si palpable que ça, le seul enjeu? Je veux dire, là, on a un vrai enjeu de réindustrialisation, de création d'emplois, de création de valeur. Je veux dire, là, on a des sujets, je vous donne un exemple, de défense et d'armement. On va y rester. Et de la même manière, quand je parle d'amnésie et un peu de schizophrénie, c'est qu'on disait tout à l'heure, on a une technologie qui évolue très vite, qui va très rapidement, dont on ne connaît pas encore tous les contours et les impacts. Et c'est vraiment le mot-clé, c'est l'impact. Quel impact ça aura sur les générations futures? Et pour autant, là, on est en train de s'engouffrer dans une manne d'opportunités financières et foncières, sans pour autant avoir cette mesure-là, d'être mesuré. Et donc, on a des bâtiments, même pour un data center à mi-chemin entre l'Edge et l'Hypersky, c'est quand même des énormes boîtes. Hein. C'est vraiment un impact énorme pour une ville dense. Et on milite également pour une planification et une stratégie, alors régionale certes, mais nationale. Parce que quand on a un sujet de grand-messe, de l'IA, etc., de tapis rouges qui sont déroulés à certains opérateurs et à certains investisseurs, ok, t'as le problème sur le fond. Mais quel est l'impact dans nos villes, dans nos territoires, sur nos populations, nos jeunes?
quel est l'impact à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans? Et là, on construit des trucs qui vont rester de manière pleine. Et alors justement, quels sont vos moyens d'agir? Quels sont vos moyens de vous opposer à une volonté de localisation? Il suffit de modifier... Enfin, il y a des règles d'urbanisme qui s'imposent. Alors effectivement, il y a eu les travaux sur le ZLIFPE qui ont été faits. On a également travaillé au titre du PLUI, ou du plan local d'urbanisme intercommunal, pour le coup, parce qu'on avait déjà, d'entrée de jeu sur les premiers travaux, une logique de sanctuarisation du foncier économique pour la réindustrialisation. Et ensuite, effectivement, on a plusieurs outils d'aménagement qui sont à notre disposition et de mobilisation du foncier que l'on pourrait envisager d'utiliser au cas par cas. Maintenant, quand je parlais de schizophrénie, c'est qu'à un moment donné, il faut aussi se soigner de ces deux mots, d'amnésie et de la schizophrénie. Comment on se soigne de l'amnésie? C'est déjà d'apprendre des erreurs du passé et d'avoir une vision pour l'avenir. Ça, c'est deux choses. À l'échelle territoriale comme à l'échelle nationale. Et ensuite, la schizophrénie, comment on en guérit? Je dis pas qu'on en guérit forcément, mais en tout cas, que si on continue à opposer industrie manufacturière et industrie numérique, nostas quotidien du foncier, on va avoir des problèmes. Donc à un moment donné, il faut aussi revenir sur du bon sens paysan, c'est-à-dire de la mixité d'usage. On dit pas non au data center. On questionne juste la taille et la localisation. C'est de la mixité d'usage. Et puis, c'est de la discussion, c'est de la négociation. C'est-à-dire qu'à partir d'un moment donné où il n'y a pas de discussion avec le politique local, avec les élus locaux, on parlait tout à l'heure, là, on est en train de parler de loi de simplification qui va quand même permettre à certains projets de s'affranchir de certaines règles, de certaines agences. Déjà, quand on construit du logement, on a X agences qui nous mettent X règles et on se met des barrières dans tous les sens pour loger les gens. Pourquoi on ferait une logique de simplification à outrance sur ce sujet-là? Et donc là, il faut absolument avoir cette discussion et cette implication des élus et des citoyens dans la concertation aussi. Et la discussion mène souvent à des consensus et des compromis qui sont bénéfiques pour l'avenir et pour porter ces bénéfices. Là, le data center dont vous ne voulez pas... que vous ne voulez pas, il est sur une friche d'assaut, je crois. Là, vous avez les moyens de le refuser. Il suffit que vous disiez non ou c'est un peu plus compliqué que ça? Réglementation, discussion et négociation tournée vers l'avenir. À un moment donné, on doit chacun prendre sa part de ses responsabilités. Alors, on parle de responsabilité sociale et environnementale, on parle de responsabilité territoriale et d'entreprise. Allons-y gaiement, on a des cas bien spécifiques sur notre territoire. Pour chacun prendre ses responsabilités. Et en tant qu'élu, c'est de notre responsabilité de mettre au-dessus de tout l'intérêt général et de mettre au-dessus de tout la vision que l'on porte pour ces fameux 30% de la population qui ont aujourd'hui moins de 30 ans. Très bien. Merci infiniment. Olivier Richard, à la Pure aussi, on met au-dessus de tout l'intérêt général, puisque vous êtes une agence, un atelier d'urbanisme. Comment vous regardez ces choses à l'échelle du Grand Paris? On est dans le Grand Paris à Argenteuil. Alors oui, en tout cas, merci pour ces expressions, parce que ça, c'est complètement en accord avec les questions que nous posons à l'atelier Parisien Urbanisme. En fait, on entame un travail justement sur cette question, parce qu'on se dit que effectivement, si ce sujet des data centers, de ces installations, c'est évidemment donc les clusters qu'on a pu évoquer et qui en grande partie, sont principalement sur des terrains vierges, et donc plutôt hors de la métropole. On se rend compte quand même qu'il y en a certains qui arrivent un peu dans la métropole, en fait, des gros, et donc il y a Argenteuil qui est probablement un exemple, mais moi j'ai aussi en tête d'autres, un autre territoire de la métropole, comme Paris-Terre d'Envol, où on a de la capacité électrique, où on a des friches disponibles, et on a des objets qui font 200 MW, 240 MW, 100 MW. Quand on somme l'ensemble, on est sur quelque chose d'énorme. On est sur quelque chose d'énorme. Bien sûr, il faut tenir compte de tout ce que Vivien évoquait, donc la surprotection plus que x2 finalement, parce qu'on va demander beaucoup le haut de la fourchette, tout en sachant qu'on demande toujours le double de ce qu'on pourrait utiliser à pleine charge. Pleine charge, on n'atteint peut-être pas
complètement. On va peut-être jusqu'à 80% pour encore une fois se réserver de la puissance. Voilà. Donc voilà, il y a déjà un sujet sur ces niveaux de puissance qui, lui, bout à bout, pose réellement question. Vous expliquez cet attrait pour la centralité. On pourrait penser que le foncier étant moins cher un peu loin, y a pas... quel est l'intérêt de se rapprocher du centre? En fait, il y a des data centers qui a pu sortir. Je pense que Sandrine s'en les a un peu présentés. On a des choses qui peuvent être à distance. Les modèles d'entraînement de l'IA n'ont pas besoin d'être proches des usagers. Ils pourraient être à proximité des sites de production d'énergie. Dans l'idéal, ce serait une situation assez optimale, puisque là, du coup, on limite l'impact du transport de l'électricité. C'est une possibilité. Néanmoins, il y a un sujet qui est la proximité, qui est lié à la latence. On a besoin, en fait, de parfois avoir des opérations qui sont faites proches pour éviter le 10 millisecondes, etc., de temps de retard qui, pour certains secteurs, et en particulier, par exemple, des secteurs financiers, peuvent se traduire derrière par des sommes relativement importantes. Donc, il y a un besoin de proximité. Alors après, qui peut être de nature différente et en fonction de ces des domaines. C'est pour le trading à haute fréquence qu'il faut que les data centers soient... Pas que. Quand vous utilisez votre application sur votre ordinateur avec, en tout cas, une application à distance, vous vous rendez compte aussi que la moindre latence est très gênante. Donc, évidemment, c'est flagrant sur le trading, mais ça peut être aussi gênant pour des applications beaucoup plus communes. Donc, il y a un besoin, en tout cas, de proximité. Alors après, quelle proximité? On entend dire que 50 km, en tout cas 30-40 km, c'est convenable. Après, dépend bien sûr de cette latence qui est acceptable. Nous, ce qui nous semble, c'est que, justement, à côté de ces clusters qui répondent en partie à cette question-là, on est... j'imagine que les 4 secteurs que vous évoquiez sont justement dans ce périmètre de 50 km autour de Paris. Quand on entend l'Essonne, le Seine-et-Marne, on est à peu près là. Néanmoins, il y a aussi des besoins qui peuvent nécessiter une proximité plus importante. Quand vous avez de la colocation, ça nécessite des déplacements. Ça nécessite que les entreprises viennent entretenir, réparer, voire visiter leurs serveurs qui sont en propre. Donc, il y a finalement un besoin, en tout cas, de lien avec les usagers qui explique le besoin de cette proximité. Alors, à côté de ces clusters, on peut aussi se poser la question, justement aussi sur le modèle. On l'a évoqué un peu en filigrane au travers de ces échanges. Nous, on se questionne beaucoup sur des scénarisations, des projections à 10 ans. On voit qu'aujourd'hui, tout ce qui va sortir d'ici 2030 est plus ou moins dans les tuyaux. La question, ça va être après. Parce qu'on voit, quand on regarde les courbes de projection, qu'on est en fait au début d'un phénomène, même s'il y a des sujets de frugalité numérique qu'on a pu évoquer dans la matinée, même si, il y a une efficience à trouver, même si aussi d'un point de vue technique, il y a des améliorations. On a des plus qui consomment à l'opération moins d'énergie, mais on a besoin de beaucoup plus d'opérations. Donc finalement, quand on voit une nouvelle génération de puces qui fait 15 fois plus d'opérations, qui consomme 2 fois plus, oui, on a un gain en opération, on a un gain en efficience, mais au final, on consomme 2 fois plus d'énergie. Donc, il y a réellement, en fait, des améliorations. Néanmoins, on peut se poser la question, et c'est ce qu'on a eu à l'instant, sur les retombées pour le territoire. Donc, moi, j'ai entendu insertion, quoi sur les ressources, donc eau, énergie, bien entendu, sociale également, on a évoqué. Quel est, en fait, le modèle qu'on pourrait accepter dans un tissu urbain comme l'est celui de la métropole? Donc, bien sûr, les secteurs de friches, etc., je pense qu'on en a déjà parlé. Là, on voit qu'effectivement, il y a ces grandes boîtes qui arrivent, 20 mètres de haut, 7000 mètres carrés d'emprise au sol. Voilà, c'est ça aujourd'hui, il y a parfois un peu plus. C'est ça aujourd'hui. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on ne peut pas tousser à aller vers des data centers de taille plus modeste,
qui seraient plus facilement intégrables dans l'urbain, dans des projets. Parce que derrière, donc, il y a cet aspect de valorisation d'externalités positives. On a beaucoup parlé plutôt dans la matinée de la valorisation de la chaleur fatale. C'est un beau sujet, c'est une possibilité. Il y a la dépollution, il y a la chaleur fatale, il y a éventuellement les retombées économiques, mais là, enfin voilà, CF, fiscalité, etc., à préciser. Sur la valorisation de la chaleur fatale, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, tous les exemples, plus ou moins, tentent de cocher la case. Ils disent qu'il y a une possibilité de valorisation de chaleur fatale. Mais on reste sur des pourcentages de valorisation qui restent très modestes, hein, et qui se heurtent souvent aux besoins proches. Donc là, Argenteuil, on voit qu'il y a un exemple avec un réseau de chaleur qui existe. Il y a un data center qui va pouvoir amender pour une partie de sa chaleur fatale. Parce que, voilà, je crois que c'est 5 mégawatts qui sont pris. Enfin voilà, on est sur des petites parties. Et on se dit que finalement, en allant vers des modèles de taille plus modeste, on va peut-être pouvoir maximiser ces externalités, maximiser la valorisation de cette chaleur fatale, améliorer l'insertion urbaine, parce que quand même, quand on est sur quelque chose de plus petit, c'est quand même beaucoup plus facile à intégrer dans un projet urbain. Il y a des exemples, il y a un exemple à Genève de data center souterrain dans un projet urbain qui est relativement remarquable. On est sur quelque chose comme 2000 m². Enfin, là, on est très loin des 30-40 000 m² de salle informative qu'on ne peut pas sentir. Mais peut-être que ça, finalement, c'est une piste à creuser, ce qui nécessite, du côté, en tout cas, des collectivités, deux choses. D'une part, l'anticipation. Et là, l'anticipation fine, on n'est même pas au niveau stratégie nationale, même pas SDRIF. On est sur des projets, en fait. On est sur du projet. Et derrière, c'est la capacité aussi à négocier avec les acteurs, d'être en force de négociation, pour pouvoir pousser le curseur, en sachant que, bien sûr, à un moment, il y a peut-être aussi une limite par rapport au modèle économique. Mais est-ce que cette limite, on ne peut pas la dépasser? J'ai envie de vous demander, merci infiniment à vous, à Camille Gitel, quel serait le bon échelon, le bon régulateur? Parce que Camille Gitel appelle à une stratégie nationale de répartition. Vous dites que vous appelez, vous aussi, j'ai bien compris, article de régulation. J'ai l'impression que le SDRIF le fait un peu, mais un peu en creux. Et ce serait qui finalement, qui pourrait faciliter cette rationalisation de l'implantation, ou qui édicterait ces schémas contraignants? Très honnêtement, j'ai pas la réponse quand tu poses des questions sur des collectivités. Est-ce que la métropole pourrait pas aller sur ce sujet? Voilà, bon, il y a probablement des réponses qui sont multiples. Je pense que avant de décréter le schéma de fonctionnement, en fait, il y a un concept à faire. Il y a quelque part à essayer de mettre en place peut-être ce dialogue à titre exploratoire pour convaincre. Je pense que souvent, sur ces sujets qui sont très exploratoires, on se dit que finalement, le mieux, c'est de se mettre autour d'une table avec un plan, etc., et de voir concrètement comment ça pourrait sortir en tenant compte aux contraintes de tous les acteurs. Je pense que c'est ça, et après, on pourra parler de la massification de l'état comme ça, si elle est concluante. Camille Gitel, vous êtes d'accord avec ça? Oui, parce qu'à un moment donné, que tout le monde y pense et que personne ne le fasse, bon, on va avoir des problèmes. Donc, choisir, c'est renoncer. Mais il faut choisir un échelon. Alors, on n'a pas forcément tout ce mot encore. Je pense que l'échelon métropolitain pour l'Île-de-France ou régional est intéressant. Que ça ne se fait pas sans l'échelon local, hyper local. Ça, c'est essentiel. Mais que quand même, il y a une histoire de stratégie nationale. Enfin, je veux dire, on s'en ouvre, et là, ça fait quelques mois, voire années, vous faites 2 pas en avant, 3 pas en arrière. Les œuvres, en ce moment, c'est l'hydrogène, c'est cool, c'est génial, ça gros en poupe, il y a des investissements qu'il n'y a pas eu partout, mais donc bref. Là, c'est les data centers, et puis dans quelques temps, ce sera quoi? Parce que les data centers, en soi, on est en train d'en parler aujourd'hui. Et nous, on voit une pression foncière énorme. Et je disais, c'est l'opportunité foncière qui bloque le développement de nos ETI. Hein. Et on a besoin de développer nos ETI en France. Enfin, je veux dire, on a besoin de leur montrer qu'on est là, qu'on les soutient, qu'on crée de l'emploi, qu'on crée de la valeur. Mais sans effectivement cette vision que, à mon sens, nous n'avons pas.
aujourd'hui, au niveau français, de faire cohabiter toutes ces industries et de ne pas les opposer par effet de pod, par effet de l'annonce, etc. On y gagnerait quand même, et on y irait déjà beaucoup plus clair à l'échelon local et à l'échelon régional. Parce qu'après, effectivement, on va rentrer avec cette fabrique de posters dans une histoire de compétition entre les territoires. Et aujourd'hui, on devrait être plus complémentaires que compétiteurs à bien des égards. Juste un autre sujet qu'on n'a pas forcément évoqué, mais j'ai parlé de responsabilité d'entreprise, territoriale de l'entreprise, etc. Mais la responsabilité des citoyens. J'ai juste une petite question à poser. Qui a fait son starter pack là, ces derniers temps? Si vous ne savez pas ce que c'est, je suis désolée. Les petites figurines en 3D qui sont dans des visuels. Non, vous n'avez pas vu passer sur les réseaux sociaux partout. Là, tout le monde a fait sa Thrombine en starter pack avec 3 accessoires, machin, bidule, ok. Donc, une requête en IA, il y a quelques temps, c'était 14 ampoules LED allumées pendant 1 heure. Croyez vraiment qu'on a envie d'aménager des territoires pour que tout le monde fasse son starter pack qui consomme une énergie phénoménale et qui ne sert absolument à rien? Alors, et faire évoluer tous nos modèles de calcul, améliorer l'excellence citoyen, développer des bots pour pouvoir répondre 24 heures sur 24, améliorer, nous, la vision de l'aménagement du territoire grâce à l'IA en croisant un nombre de données que l'humain serait incapable de croiser, d'accord. Mais en fait, on est tous autant responsables, tous autant que nous sommes. Alors, évidemment, on est super responsables ici parce que personne n'a pris son starter pack. C'est super. On va le faire du coup. Non, mais c'est une question à point philosophique et de responsabilité. Où on va, en fait? On s'est plaint du développement des réseaux sociaux de Facebook depuis 2008, ça allait dans tous les sens, etc. Et là, on est comme des... Excusez-moi, mais comme des abrutis à faire notre starter pack super, à le poster sur les réseaux sociaux. Ça aura duré 3 secondes et pour chacun d'entre nous, ça aura plus de ces 14 LED allumés pendant 1 heure. Il n'y a absolument aucun impact et aucune valence, ça sert à rien. Donc avant de faire un truc comme ça, posons-nous la question. Mais moi, ça m'ennuie profondément, en tant qu'élu, d'avoir parlé de l'intérêt général et de devoir construire des boîtes monumentales pour faire des starter packs. Merci infiniment. On peut vous applaudir. On fera ça, les starter packs. Y a-t-il des questions, des remarques, des observations à ce stade? N'hésitez pas, si vous le souhaitez. Non. Eh bien, quelqu'un veut-il ajouter quelque chose? Eh bien non, vous êtes sûr des gens. C'est que, monsieur. Bon, je passe dans la com pour ça, pour Barry. Monsieur Lingo, vous parlez des 4 zones préférentielles d'installation data center. Pouvez-vous nous préciser lesquelles? Alors non. Désolé, je ne peux pas les préciser parce qu'en fait, c'était vraiment une étude qu'on a partagée avec les services de l'État pour essayer de lancer une ambition de planification ou organisation de l'accueil data center. Après, l'idée, c'était bien sûr ces 4 zones d'aller, entre guillemets, les tester auprès de l'État à l'échelon des sous-préfets notamment. Bien sûr, on avait dans l'esprit de pouvoir échanger aussi avec les collectivités qui, on l'a bien vu, seraient quand même très directement concernées. Mais pour l'instant, comme je l'ai dit, ce travail il est encore en cours. Ces zones, il faudrait sans doute les faire évoluer, les revoir, parce que depuis l'année dernière, finalement, la dynamique data center fait que certains, peut-être des constats qu'on avait posés ne sont plus tout à fait d'actualité. Alors on avait bien conscience, à côté RTE, je pense que c'était partagé avec l'Institut Paris-Région, que cette étude, elle n'était sans doute pas parfaite, mais l'idée, c'était vraiment d'impulser une dynamique pour mettre autour de la table les acteurs pertinents et concernés pour s'emparer de ce sujet-là. Comme je l'ai dit, le travail il est toujours en cours. Aujourd'hui, ces zones, elles ne sont pas sorties au-delà d'un cercle, encore une fois, restreint côté service de l'État. C'est pour ça que je ne peux pas vous les donner. Mais encore une fois, je pense le plus que ces 4 zones-là, l'objectif, c'était vraiment d'essayer d'impulser cette dynamique de planification, stratégie régionale en matière d'accueil des data centers. Et ça, c'est toujours en cours, le temps dire, pour être un optimiste. Oui, ici, je vais ajouter quand même un point du coup sur le Drifong et son utilité, puisque en croisant en fait avec les obligations du projet de schéma directeur régional, dans ces 4 zones, le nombre de sites a été considérablement réduit. Donc, il ne fait pas que doux creux. Il arrive, voilà, qui permet quand même aussi de trier ce qui doit être concerné pour l'industrie, conservé pour d'autres types d'activités, priorisé pour le logement, priorisé même pour
l'accueil d'espaces verts, voilà. Donc, ça marche. Utile précision. Merci infiniment. Merci à tous les quatre.